Merci à vous tous qui nous regardez. Merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission Santé d'abord, une émission au service de votre bien-être. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le docteur Gérard Mbayo, avec qui nous parlerons sur la malnutrition infantile et ses causes. Bonjour docteur. Bonjour Madame Brigitte. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir aussi invité. Alors avec vous justement, nous parlerons de la malnutrition infantile et aussi ses causes. Déjà pour commencer, la malnutrition est l'une des principales causes des mortalités et morbidités infantile dans les pays en voie de développement. Quelle est la prévalence? D'accord. Comme vous venez de le dire, la prévalence de la malnutrition est tellement inquiétante. Oui. Ici à Lubumbashi, dans le Grand Katanga, pourquoi pas dans tout l'étendue de la RDC. La dernière enquête de l'OMS a révélé que la malnutrition touche au moins 45% des enfants pour le moment. Donc si nous regardons bien cette statistique-là, ça montre presque 2 sur 1 enfant souffre de la malnutrition. Ce qui fait que si vous avez un groupe d'enfants qui sont au nombre de 10, allez-y comprendre qu'il y a la probabilité que 5 parmi les 10 sont malnutris. Oui. Voilà. Alors, selon le programme national de nutrition, chaque année, 160 000 enfants meurent en République démocratique du Congo de la malnutrition. Quelle en est la cause? Merci beaucoup. Voilà, ça c'est un problème qui n'a pas commencé maintenant. Là, c'est un problème qui a daté. C'est pas seulement maintenant, mais portant des causes, j'aimerais donner des causes selon les catégories. Nous avons 3 grandes causes, et ces causes-là, nous avons la première ou les premières causes sont des causes immédiates. Oui. Et deuxièmement, nous avons les causes structurelles et nous avons aussi des causes sous-jacentes. Lorsque nous parlons des causes immédiates, nous voyons directement le régime alimentaire et la maladie. Oui. Et lorsque nous parlons de causes sous-jacentes, nous voyons directement l'environnement où se trouvent les enfants et nous voyons aussi la sécurité alimentaire des ménages. Et partant de causes structurelles, là maintenant nous voyons les ressources et les infrastructures, y compris la politique du pays. Alors, parlons justement de causes sous-jacentes. Quel peut être l'impact de la malnutrition? Quel peut avoir l'impact de la malnutrition sur l'environnement? D'accord. Lorsque nous parlons de causes, comme vous venez de le dire, causes sous-jacentes, cela veut dire que nous voyons la sécurité alimentaire du ménage. Oui. Quand on parle de la sécurité alimentaire, nous voyons les 4 piliers. Oui. Okay? Cela veut dire que le ménage doit nécessairement avoir l'accès facile à l'alimentation. Oui. Okay? Cet accès doit être disponible. Donc il y a la disponibilité alimentaire, l'accessibilité, l'utilisation ainsi que la stabilisation. Okay? Maintenant, si déjà au niveau du ménage, il n'y a pas ces 4 piliers, il y a la facilité qu'un enfant, non seulement les enfants, même de grandes personnes, de tomber dans la malnutrition. Mais ici, beaucoup plus comme on a touché un peu la tranche d'âge des enfants, bon, nous allons beaucoup plus insister sur les enfants. Ce qui fait que sur le plan sécuritaire, dans la plupart des cas, la majorité s'observe beaucoup plus dans la tranche d'âge allant de 6 à 59 mois. Pourquoi de 6 à 59 mois? Parce qu'à partir déjà de 6 mois, c'est là où intervient le sévrage. Et quand je parle de sévrage, il s'agit bien de l'effet de donner un autre aliment en dehors du lait maternel. Oui. Okay? Lorsque la mère respecte peut-être ce que l'OMS exige d'allaiter exclusivement l'enfant au lait maternel dans les 6 premiers mois, s'il respecte pendant le sévrage, certaines mamans n'arrivent pas au fait à donner les aliments complétant le lait maternel. Parce qu'à partir de 6 mois, le lait maternel répond maintenant à 50% aux besoins énergétiques de l'enfant. Les 50 autres % proviendront de l'alimentation. Et c'est là où maintenant on parle de la sécurité alimentaire. Si cette ménage-là n'a pas une bonne sécurité alimentaire, ce qui fait que, ou soit si cette ménage-là n'a pas rempli parmi les 4 piliers, il y a même manque d'un pilier, ce qui fait que l'enfant-là ne recevra pas nécessairement les aliments qu'il faut pour compléter les 50 autres %. Parce que ce n'est pas le lait maternel qui diminue sa
qualité, mais c'est le besoin de l'enfant qui augmente après 6 mois-là. D'où on devrait l'ajouter d'autres aliments qui devraient compléter le lait maternel. Alors, merci beaucoup pour ces questions, merci. Pour ces réponses. Voilà. Alors, quels sont les signes pour reconnaître la malnutrition chez l'enfant? Voilà. Les signes sont vraiment multiples et les signes, nous devrions les donner selon la forme de la malnutrition. Parce que normalement, comme je peux dire, on a commencé au milieu, je peux le dire, parce que nous devons d'abord savoir c'est quoi la malnutrition, il y a combien de formes de la malnutrition. Bon, partant des signes, je peux parler même de 2 formes. Nous avons forme marasme et forme kwashiorkor. Ok, forme kwashiorkor, les signes de la malnutrition, ces enfants-là, vous allez observer que les enfants, ils ont la décoloration de la peau. Ok, il y a les édèmes. Quand je parle des édèmes, je ne sais pas si vous comprenez mieux. Cela veut dire qu'il peut y avoir de accumulation de l'eau au niveau de la peau, ça peut être au niveau des pieds, des membres, tout ça. Là, ça fait partie des signes des kwashiorkor et aussi le cheveu. Le cheveu change de coloration même. Tandis que chez les marasmes, vous allez constater un enfant a le visage comme un vieux. Et puis il est un peu maigre, la peau est collée vraiment sur les os, le ventre ballonné. Ok, voilà, ça un peu ça à titre de quelques signes parmi les 2 formes là. Alors, vous pouvez plus nous parler, parce que vous nous avez dit qu'il y avait deux signes. Tout de suite, quand on les constate chez l'enfant, et on peut tout de suite dire que cet enfant est malnutri. Voilà, il y a une petite question. On pense que quand on est mince, on est malnutri. Est-ce que ça en est la cause ou c'est autre chose? Quand on est mince, devenir malnutri. Bon, en fait, la malnutrition en soi, il y a des paramètres pour déterminer que la personne est malnutrie. Même chez l'enfant, ok, nous avons ce qu'on appelle le MIAC. Le MIAC, on peut prendre le PIB, le périmètre brachial, pour déterminer que cet enfant est malnutri ou il est normal. En dehors de ça, nous avons aussi le rapport poids-taille. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés, ils sont normaux, ok, selon quand vous prenez masse, leur taille, leur âge, quand vous calculez leur écart type, ça tombe normal. Donc il y a des paramètres. Dire que non, être gros, mais c'est signe de la malnutrition, non. Il faudrait passer par ces paramètres-là ou pour calculer les indices. Et ce sont les indices qui vont nous dire maintenant que cette personne est malnutrie ou il n'est pas malnutrie. Alors, le surpoids est-il aussi une autre forme de la malnutrition? Puisque la malnutrition, bien évidemment, résulte d'une alimentation mal équilibrée. Voilà, comme vous venez de le dire, quand on parle de la malnutrition, d'abord c'est un état pathologique, ok, qui est dit suite à une inadéquation, qui peut être par excès ou par défaut, ok, entre les apports alimentaires et les besoins de l'organisme. Okay? Ce qui fait que si le besoin est inférieur par rapport aux besoins de l'organisme, la personne va présenter ce qu'on appelle la malnutrition carentielle. Okay, c'est qui d'ailleurs nous venons de l'expliquer ici. Et lorsque les apports est supérieur par rapport aux besoins de l'organisme, la personne va présenter la malnutrition par excès. Donc quand on est déjà en surpoids, quand on est obèse, vous devrez savoir vous n'êtes pas dans un bon état nutritionnel, vous êtes déjà malnutri. C'est déjà une forme de la malnutrition. De la malnutrition, oui. Donc toutes ces personnes-là qui sont grosses. Les enfants. Il ne faut pas tout de suite vous dire que vous êtes en bonne santé. Oui, il ne faut pas vraiment vous dire que vous êtes en bonne santé. Même chez les personnes adultes, dès que l'IMC, parce qu'il y a des stades de l'IMC, dès que l'IMC arrive au-delà de 30, à partir de 30 au-delà, c'est déjà l'obésité. Ok, mais à partir de 25 à 29,9, c'est le surpoids. Mais à partir déjà de 30, c'est l'obésité. Et tout ça sont déjà des formes de la malnutrition. Ce qui fait que votre alimentation n'était pas équilibrée. L'unique alimentation équilibrée nous donne une bonne santé. En dehors de cela, ce n'est pas une bonne santé, c'est déjà une malnutrition. Alors docteur, nous allons parler bien évidemment aussi du traitement, parce qu'il y a des enfants, c'est vrai, après tout ce que vous venez de dire, il y a des parents qui peuvent constater chez leurs enfants des signes et tout de suite ils peuvent se dire que non, leurs enfants sont malnutris. Alors, quel traitement? Voilà. Le traitement de la malnutrition dépend aussi des formes.
Ok. Prenons par exemple la malnutrition aiguë sévère. Lorsque la malnutrition aiguë sévère, il y a tout un schéma de la prise en charge. Oui. Vu que déjà au début, il y a l'apparition des œdèmes. Oui. Pour cet enfant, on va commencer d'abord par un alicament que nous appelons le F75. Oui. Okay, on commence par F75 pour fondre les œdèmes. Et dès que les œdèmes sont fondus, on va maintenant passer par F100. Okay? Après F100, maintenant, on passe par le Plumpynate. Là, c'est dans la malnutrition aiguë sévère. Et lorsqu'on est dans la malnutrition aiguë modérée, cela veut dire que c'est un enfant qui est modérément malnutri. Mais là, on ne peut pas commencer avec ce qu'on a commencé avec c'est de l'aiguë sévère. Mais là, on donne directement ce qu'on appelle le Plumpy-12. Okay? Là, c'est un peu ça, je peux dire, comme le traitement existant selon le protocole de la prise en charge de la malnutrition que nous avons. Parce qu'il y a tout un protocole lié à ça. Oui. Ouais. Alors, docteur, que faire? Quoi manger pour prévenir la sécurité alimentaire des enfants? Pour prévenir la sécurité alimentaire des enfants, c'est... Pour même garantir, voilà. Oui, voilà, pour garantir la sécurité alimentaire des enfants, parce que tout commence par le ménage. Comme je vous avais dit autrefois, ce n'est pas seulement une situation qui est individuelle, ok? Parce que la stabilité alimentaire dépend aussi du pouvoir de notre gouvernement. Vous aviez dit, vous devrez avoir l'accès facile à une alimentation que vous voulez manger. À supposer que vous avez tout dans la maison, ok? Vous avez de l'argent, votre revenu vous aide au moins à acheter ce que vous voulez. Mais vous avez l'envie d'acheter tel aliment, mais sur le marché, ça n'existe pas. Oui. Donc, quand il n'y a pas cette accessibilité-là, c'est déjà une insécurité alimentaire. Or, pour pallier à ça, nous devons d'abord avoir la disponibilité alimentaire sur notre marché. Et quand tu as la disponibilité alimentaire, chaque ménage devrait avoir l'accès facile sur cette alimentation. Et quand on a l'accès facile sur cette alimentation, on doit aussi savoir comment utiliser. Parce que c'est là aussi entre le problème de la malnutrition. Il y a d'autres qui ont l'accès facile à l'alimentation. Et les gens dans des supermarchés, ils font des provisions. Mais sur l'utilisation, ils utilisent abusivement. Plus vous consommez tel nutriment élevé par rapport à votre besoin, plus vous développez une sorte de malnutrition. Vous voyez un peu ça. Et c'est pourquoi, quand vous avez l'accès facile, vous devez savoir comment l'utiliser. Et l'utilisation doit être de manière équitable. Et quand vous connaissez comment utiliser, cette utilisation doit aussi être stable. C'est pourquoi on a parlé de 4 piliers qui permettent de la stabilité. C'est-à-dire, et la disponibilité, et l'accessibilité, et l'utilisation doit être stable. Cela, ce n'est pas qu'aujourd'hui, tu as bien appliqué ça et puis demain, non. Là, vous aurez toujours la malnutrition. Et puis, quand on fait le choix des aliments, on doit s'assurer qu'on a tous les 4 étoiles sur la table. Lorsqu'on parle des 4 étoiles, cela veut dire que vous devez avoir les aliments riches en protéines, les aliments riches en glucides et les aliments riches en lipides. Donc, en d'autres termes, on peut dire les aliments énergétiques, protecteurs et des constructions. Quand on part faire les achats, est-ce que sur l'alimentation que vous aviez achetée là, est-ce qu'il y a tous les aliments importants pour l'organisme? Parce qu'à chaque fois que nous mangeons, nous devons construire l'organisme, nous devons l'alimenter avec l'énergie et nous devons le protéger. Ce qui fait que sur le choix alimentaire, on doit avoir les aliments qui sont riches en protéines tels que la viande, le frétin, les chenilles, tout aliment d'origine animale. Ils sont riches en protéines. Pour les enfants de premier âge, docteur, est-ce voilà. qu'ils peuvent manger... Pour les enfants de premier âge, vous voyez, on a parlé des enfants de premier âge. Il y a tout un procédure pour l'alimentation des enfants. Quand l'enfant est né, dans les 6 premiers mois de vie, il doit se nourrir rien que du lait maternel, n'est-ce pas? Et dès que l'enfant atteint 6 mois, là maintenant on va complémenter, on va supplémenter l'enfant avec autre aliment. Et c'est alors qu'on commence maintenant à donner la bouillie. Vous pouvez donner la bouillie de maïs, que nous avons ici. Vous pouvez associer avec les soja. Les soja, il y a des protéines végétales là-bas. Et dans les bouillies de maïs, farine de maïs, il y a des glucides. Et dès que vous donnez comme ça à l'enfant, vous donnez déjà une alimentation équilibrée pour votre enfant. Vous pouvez me faire de poudre de chenille.
Et d'ailleurs, là, je profite déjà de l'occasion de décourager les mamans qui utilisent beaucoup plus les histoires importées, ok, et celles-là qui utilisent des fois des laits ici des vaches pour donner comme des biberons aux enfants. Vous savez d'abord les ténères de ces laits-là, quand on donne à l'enfant, c'est plus supérieur que les ténères de lait de la maman. Et à la longue, plus vous utilisez ça, c'est le rein qui en pâtisse. Et après quelques temps, quand l'enfant va grandir un peu, là, il développe les histoires de l'insuffisance rénale. Et vous dites que non, voilà, c'est sa tante au village qui l'a sorcellerie. Or, c'est vous-même, avec vos utilisations abusives. Vous aviez, ici chez nous, nous avons, comment je peux dire, la population congolaise a occidentalisé son alimentation maintenant. Exactement. Parce qu'avec la transition nutritionnelle qu'a subi notre pays, tout le monde pense maintenant que voilà, cette civilisation va beaucoup nous aider. Voilà, je m'excuserai devant vous quand je vois vous porter des lunettes, je ne sais pas si c'est médical ou comment. Et c'est médical. Voilà, et dans le temps, les jeunes comme vous ne pouvez pas porter ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons notre huile de palme riche en vitamine A qui nous aide pour les yeux. Dans la plupart des cas, tout celui qui a un peu une vie là aisée, il pense qu'utiliser ça, c'est la pauvreté. On veut toujours prendre des histoires importées, par conséquent, ça nous détruit. Vous comprenez au moins ça? Donc, pour les mamans là, je les déconseillerais vraiment, surtout pour les enfants, d'utiliser des histoires importées. Alors, vous leur proposez quoi? Je les propose de consommer nos aliments locaux, comme la bouillie. Ils peuvent faire facilement la bouillie de maïs. Ok, ils mélangent avec le poudre de soja. C'est bon pour ces enfants-là, à cet âge-là. Et plus l'enfant grandit à l'âge déjà de 9 mois, là, on commence un peu à préparer des petits morceaux de viande qu'il peut manger, tel que le poisson. Quand même, le poisson, l'enfant peut manger. Il peut manger ça. Non seulement ça, ils peuvent aussi faire, parce qu'il faut diversifier. C'est à l'âge où on donne au moins les différents aliments à l'enfant pour que l'enfant ne puisse pas avoir des allergies à la longue. Il faut que l'enfant s'habitue déjà dans les bas âges là de consommer les arachides, même le chenille. Et là, on peut faire des poudres de chenille. C'est riche en protéines. Et là, ça va garantir. Parce qu'un bébé a besoin d'abord de construction. Quand on est enfant, on est en train de grandir, non? C'est la construction. Et ce qui nous construisent, c'est les aliments riches en protéines. Et ces aliments riches en protéines, et là, c'est que je vous ai cité ici, le poisson, la viande, le chenille et le fretin. Okay. Et c'est moins cher. D'abord, le fretin, c'est trop riche en protéines et c'est moins cher. Même le chenille, c'est moins cher. Mais c'est seulement que la population, des fois, minimise ça. Mais c'est bien. Voilà. C'est trop demandé. Trop demandé, tout ça. Ils veulent faire des choses dans la civilisation, quoi. Et c'est ça qui nous tue même ici chez nous. On est en train d'accélérer nous-mêmes nos enfants par notre mauvaise manière de nourrir nos enfants. Alors, docteur, c'est pour chuter, c'est pratiquement la fin. Alors, quel conseil donneriez-vous à toutes ces mamans qui vous suivent en ces nets moments pour bien évidemment garantir la sécurité alimentaire de leurs enfants et aussi éviter la malnutrition? Voilà. Le conseil que je peux donner aux mamans qui sont en train de nous suivre maintenant là, pour éviter la malnutrition des enfants, premièrement, d'abord, je vais leur recommander quelque chose qui ne demande pas de l'argent, de respecter l'allaitement maternel optimal. Quand je parle d'allaitement maternel optimal, il s'agit bien de donner à l'enfant le premier lait, donc initiation précoce à l'allaitement maternel. Quand l'enfant est né, on doit lui donner le premier lait jaunâtre là, qu'on appelle le colostrum, que certaines même jettent. C'est ça même le premier vaccin de l'enfant qui immunise l'enfant quand il vient sur cette terre. Et après cela, ils doivent exclusivement nourrir leurs enfants dans les 6 premiers mois, rien que du lait maternel. Et après les 6 mois, ils doivent maintenant veiller en sorte que leurs enfants consomment exactement les aliments tout en respectant les 4 étoiles d'aliments. Cela veut dire qu'ils doivent respecter le choix d'aliments comme je venais de le dire. Donner aux enfants les aliments riches en protéines, comme je venais de les citer. Donner aux enfants les aliments qui nous apportent beaucoup plus des minéraux et des vitamines, tels que même des fruits, surtout beaucoup plus dans des fruits. Et aussi, ne pas beaucoup plus se donner sur les histoires importées. Qu'ils utilisent nos histoires locaux, c'est à moins cher et c'est trop riche.
Parce que prenons les camps de farine qu'on amène là-bas. D'abord, on enlève presque tout. Ok? Mais avec ce que nous avons ici, c'est tellement bio, il n'y a pas les OGM et les enfants peuvent facilement en consommer et être en bonne santé. Et au-delà de ça, ce que je peux demander, c'est à notre gouvernement de pouvoir au moins disponibiliser les aliments sur les marchés et de pouvoir promouvoir au moins la population. Le papa de ces enfants-là d'avoir au moins des moyens. Donc, quand tout le monde a au moins un petit travail, il peut aussi avoir quelque chose. Et en dehors de ça, chaque maman, quand il est dans sa parcelle, au lieu de mettre de fleurs partout, par-ci, par-là, qu'il puisse même faire un petit jardin. Le petit jardin peut l'aider même le jour où il manquera le légume. Il peut aller là-bas prendre et ça peut toujours aider les enfants. Venir aux besoins. Merci beaucoup, docteur Gérard. Merci beaucoup. Notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie vraiment. Alors, madame, messieurs, c'est pratiquement la fin de votre magazine Santé d'abord. L'invité du jour était docteur Gérard Mbayo qui nous a parlé bien évidemment de la malnutrition infantile et ses causes. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes Arc-en-Ciel RTV officiel et surtout près des soins de vous. Au revoir.